Jacques Aristide dans la capitale américaine, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro du Washington Forum. Gros plan sur l'épidémie de fièvre Ebola en Guinée et les craintes pour l'Afrique. Le nom vient pourtant d'une rivière de la République démocratique du Congo, mais son évocation fait peur et pour cause. La fièvre hémorragique à virus Ebola est l'une des maladies virales les plus virulentes connues chez l'homme, d'après l'OMS. Sa réapparition a donc de quoi inquiéter. Washington Forum. Bienvenue et mille merci de votre fidélité à la VOA. Nos invités se pencheront sur le retour de la contagion Ebola tout à l'heure. Plus de 90% de cas ont été détectés depuis le début de l'année dans 3 pays d'Afrique de l'Ouest, ayant entraîné la mort de 70 personnes environ, principalement en Guinée. Les pays voisins sont donc en état d'alerte. Ils redoutent une propagation de cette fièvre hémorragique après la découverte de cas suspects en Sierra Leone et au Libéria. La Guinée continue sa bataille contre le virus tueur. À Conakry, le reportage de notre correspondant Zakaria Kamara. Gekedou, c'est ici à plus de 600 km de Conakry que les premiers cas de fièvre ont été signalés. La maladie dont l'origine était inconnue va faire en quelques semaines plusieurs morts. Cet homme a perdu 8 membres de sa famille. Mon famille, il est fini maintenant. Non, mon famille, il y a 8 personnes. Le bilan est lourd à Baladou, quartier où les témoins affirment avoir vu mourir les membres d'une famille voisine, l'un après l'autre. C'est leur mère qui a été la première à mourir. Juste après elle, une de ses filles est décédée. Benoît, Bruno, Natoma et 2 autres filles sont tous morts. Le dernier cadavre, une nourrice, est à l'hôpital. Le risque de contamination est grand. Les agents de Médecins sans frontières s'activent aux côtés des médecins locaux. Ici, on a pris soin d'aménager un centre d'isolement des malades pour réduire la propagation du virus. 5 malades qui se sont évadés la nuit et d'ici le matin se sont évadés et sont partis mourir à la maison. Donc on s'est déplacé, allé à leur recherche. On a trouvé qu'ils étaient décédés. Au mois de février, une fièvre hémorragique s'est déclarée dans le sud du pays. D'abord à Gekedou, ensuite dans les localités voisines de Kishidougou et de Macenta. Mais ce qui était une mystérieuse fièvre va prendre le nom de fièvre hémorragique à virus Ebola après analyse d'échantillons à Lyon en France. À Conakry, la nouvelle fait le tour et l'inquiétude s'installe. Dans la crainte d'éventuelles victimes, l'UNICEF annonce 2 cas suspects dans la capitale, mais les autorités guinéennes affirment qu'il ne s'agit pas d'Ebola. Les échantillons prélevés sur le cas de Conakry viennent de nous annoncer que tous ces échantillons sont négatifs de fièvre hémorragique. Les autorités sanitaires guinéennes ont déjà affirmé être débordées par l'épidémie. Le gouvernement guinéen recommande des mesures d'hygiène. Voilà des témoignages poignants dans ce reportage complet de Zakaria Kamara. Merci bien Zach, amis et collègues. L'heure maintenant d'accueillir nos invités à Yamoussoukro, Dr Raymond Goudou Kofi, ministre de la Santé de la République de Côte d'Ivoire. En Guinée, Dr Mamadi Koulibaly, directeur du Centre international des infections tropicales situé à Zérékoré, chef-lieu de l'épicentre de la maladie. Et à Atlanta, le docteur Pierre Rollin, spécialiste des maladies infectieuses au sein des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies, les CDC, la principale agence gouvernementale américaine en matière de protection de la santé publique. Docteur Rollin qui a été directement impliqué dans la découverte d'un certain nombre de maladies nouvelles et émergentes telles que les fièvres Ebola et Lassa. Je commence par vous, docteur Koulibaly. Quel état des lieux pouvez-vous faire de la situation ce jeudi en Guinée? Oui, merci. Et en Guinée, comme vous l'avez dit tantôt, c'est la peur, c'est l'émotion et même les voisins les plus proches, chacun se méfie de l'autre. Et sur le terrain, il faut dire que dans l'épicentre du mal, c'est-à-dire à Gekedou, d'après les autorités régionales, médicales, il n'y a eu
aujourd'hui qu'un seul cas déclaré. Les deux autres, c'était des transmissions de cas après avoir pris contact avec un premier patient déjà qui est identifié. Oui. Mais une éruption nouvelle comme ça, c'est un seul cas qui a été identifié aujourd'hui. Ça, c'est l'avis des autorités régionales. Aujourd'hui. D'accord. Et on l'a compris dans le reportage de Zakaria, l'épidémie n'a pas atteint la capitale, la Conakry. Oui. Et véritablement, l'épidémie n'a pas encore atteint la capitale, Conakry. En tout cas, nous n'avons aucun signe et aucune preuve n'a été donnée. Les malades qui se sont transportés à Conakry ou ceux-là qui, pris de peur, se sont fait hospitaliser, après des examens, on n'a pas réussi à mettre en évidence un cas concret évident de fièvre. Voilà, il n'y a pas encore de preuves. Oui, il n'y a pas encore de preuves, docteur. Alors, près de 40 ans après la découverte du virus Ebola, pourquoi n'y a-t-il toujours pas de traitement curatif et de vaccin contre cette fièvre mortelle, docteur Rollin? La fièvre d'Ebola, même si elle est connue depuis 40 ans, c'est quand même une affection qui est assez rare, heureusement, et qui arrive souvent dans des régions très reculées. Et il est vraiment difficile d'étudier vraiment cette maladie. Il y a des recherches qui sont en cours, il y a des vaccins, des traitements qui semblent marcher maintenant dans des expérimentations animales, mais on n'a pas encore passé le pas et pour pouvoir l'essayer, voir si ça marche chez l'homme. Oui, vous parlez de sa rareté, mais n'est-ce pas urgent de mettre au point un vaccin quand on sait que ce virus est mortel dans 25 à 90% des cas, docteur Rollin? Oui, il est urgent de trouver un vaccin, mais la question aussi se pose, quelle population vaccinée? Si on prend l'exemple maintenant de la Guinée, il n'y a jamais eu d'Ebola en Guinée. La population de Guinée, même s'il y avait un vaccin à l'heure actuelle, n'aurait pas été vaccinée parce qu'elle était en dehors de la zone d'endémie, si on peut dire. Madame la ministre, les grands laboratoires de ce monde auraient pu faire davantage, auraient pu faire mieux, n'est-ce pas, pour trouver un traitement curatif et un vaccin? Je n'ai vraiment pas entendu, excusez-moi. Je vous demandais si les grands laboratoires de ce monde auraient pu faire mieux pour trouver un vaccin, pour trouver un traitement curatif. Oui, évidemment, tout le monde le souhaite. Hein. Et je fais confiance de toute façon à la science, étant entendu que on ne fait jamais avec un plaisir quand on dit que c'est un virus qui terrasse, qui est virulent et pour lequel on n'a encore jamais rien trouvé. Évidemment, nous, en tant que ministre de la Santé, nous attendons bien sûr qu'on puisse trouver un remède, une solution à ce virus qui, j'allais dire, est en train de sévir un peu en Afrique de l'Ouest, alors que jusqu'à maintenant, on avait comme l'impression que c'était très, très, très loin de nous, du côté de, j'allais dire, de l'Afrique centrale et une seule fois, je pense, ou deux en Afrique du Sud. Oui, d'accord. Alors, mais à ce propos, Louis Mutanga de la RDC nous écrit ceci. Depuis que la maladie est apparue en Afrique centrale, les Occidentaux n'ont pas beaucoup fait en termes de recherche pour créer un vaccin, pour la simple raison que le danger est éloigné en ce qui les concerne. Partagez-vous cet avis, docteur Koulibaly? Docteur Koulibaly, vous êtes toujours avec nous, docteur Koulibaly? Oui, je vous écoute, Oui, on parlait de cette polémique autour d'un vaccin, autour d'un traitement curatif jusqu'à maintenant, alors que bon, ça fait 40 ans qu'on a découvert l'Ebola. Donc pourquoi jusqu'à maintenant il n'y a pas de traitement curatif? Pourquoi il n'y a pas de vaccin? Qu'en pensez-vous? Bon, là, la réponse me semble tout à fait normale. Nous venons de faire notre première expérience avec l'affection à virus Ebola. Et il y a longtemps que cette fièvre avait été signalée au Zaïre, au Congo dans le temps. Et puisque jusque-là, il n'y a pas eu de vaccin, de drogue contre ce virus, nous pensons que d'abord, un virus mal connu, sur lequel on a très mal travaillé ou pas assez travaillé, cela c'est comme un défi à la science.
Voilà, et un défi aux recherches biologiques. Voilà, vous l'avez dit. C'est-à-dire que le virus a essayé de nous endormir et pour... Oui, vous l'avez dit, voilà, un défi pour la communauté scientifique. Alors, la Côte d'Ivoire, pays voisin de la Guinée. Madame la ministre, quelles sont les mesures de prévention que vous avez mises en place dans votre pays? Alors, donc depuis le début du mois de février, lorsque on nous avait, disons, à travers la presse, annoncé qu'il y avait des cas d'Ebola, nous avons tranquillement, sans affoler la population, essayé de mettre des postes avancés, puisque nous partageons une frontière commune donc, avec la Guinée, surtout dans la zone forestière, au niveau de Nzéré-Koré. Et la première ville, je veux dire, de Côte d'Ivoire, après Nzéré-Koré, c'est Sipilou, qui est un peu moins de 100 km. Et comme nous savons que de chaque côté de la frontière, les populations ont les mêmes rites funéraires, que les populations ont, disons, beaucoup de parents qui traversent donc le fleuve, qui traversent la forêt. Alors, nous avons essayé, surtout dans cette zone, de faire en sorte que tous les cas suspects qui pourraient se présenter, je dis toujours, hein, sans alerter la population, sans créer la psychose, que cela puisse être observé. Et lorsque on s'est rendu compte que les cas devenaient un peu plus nombreux, un peu plus récurrents, nous avons donc passé l'information donc à la population à travers la sensibilisation, puisqu'on sait que le virus est logé chez l'animal d'abord, et après la contamination entre l'animal et l'homme, elle se fait de façon interhumaine. Et nous avons un grand flux de circulation, de passage des populations, surtout dans le sud forestier, entre Nzéré-Koré et la Côte d'Ivoire. Donc elle est basée surtout, notre campagne est basée surtout sur la sensibilisation des populations, une grande campagne aussi de protection du personnel soignant, et nous avons dernièrement mis l'accent sur les zones aéroportières et vraiment sur les zones terrestres, mais au niveau des pistes. Comme vous savez, des personnes peuvent utiliser des pistes plutôt que d'utiliser les frontières normales. Donc c'est vraiment de grandes campagnes de sensibilisation. Nous consommons beaucoup de gibier. Les Ivoiriens sont très friands de gibier de toutes sortes, donc évidemment nous avons mis l'accent particulièrement sur cette contamination animale et humaine d'abord. Oui. Docteur Rollin, la dernière épidémie en date remonte à 2012 et avait frappé l'Ouganda et la République démocratique du Congo. Pourquoi la simple évocation de son nom fait peur? Je pense que ce virus, le problème c'est qu'il y a une transmission interhumaine. Donc les gens ont peur de voir quelqu'un qu'ils connaissent, peur d'être infecté. Et le virus a aussi un énorme impact sur le personnel soignant où, en fait, malheureusement, ce personnel soignant sert un peu de sentinelle. Et lorsqu'on voit des contaminations parmi des infirmiers, des médecins, des gens qui nettoient les salles, on s'affole énormément. Heureusement, si on peut dire, ce virus est quand même assez fragile et je crois qu'il faut surtout insister là-dessus. On peut détruire le virus très facilement en utilisant n'importe quel désinfectant, même du savon et de l'eau est très important. Donc si les gens ont des mesures d'hygiène qui semblent normales mais qui ne sont pas utilisées, telles que se laver les mains, souvent, et puis pour le personnel soignant, se laver les mains entre chaque malade, se laver les mains quand on sort d'une chambre ou d'avoir touché un malade, et utiliser du matériel de protection tel que les gants, les blouses, c'est très important et je pense que ce message doit être diffusé très largement parce que c'est un des meilleurs moyens d'arrêter une épidémie. Absolument, et merci d'ailleurs de faire passer ce message. Alors très rapidement, docteur, quelles sont les particularités de la maladie? Quels en sont les symptômes? Comment se transmet-elle? Rapidement. Alors c'est une maladie qui est très difficile à diagnostiquer au point de vue clinique parce qu'elle ressemble énormément à tout un tas de maladies qui sont tous les jours dans les zones tropicales. Le paludisme peut passer pour une fièvre Ebola peut passer pour un paludisme. La fièvre typhoïde, les diarrhées sanglantes à Shigella, il y a plein de maladies qui ressemblent à Ebola et c'est très difficile de pouvoir cliniquement faire le diagnostic. Il faut un laboratoire pour prouver que c'est ça.
Une fois qu'on est infecté, il y a une période d'incubation qui est en général de 10 jours, 15 jours, où les malades n'ont aucun signe. Ils se portent très bien, ils ne peuvent pas transmettre la maladie. Il faut bien faire passer ce message. Quand quelqu'un est bien portant, il ne transmet pas la maladie. Il n'est pas un risque pour le reste de la population. Ensuite, les symptômes arrivent et ça sera de la fièvre, des diarrhées, des saignements quelquefois, des vomissements, douleurs articulaires, musculaires. Et puis, dans les formes graves, qui sont malheureusement assez fréquentes, à ce moment-là, tout s'accélère, ils peuvent avoir des saignements, mais pas tous n'ont des saignements. Il faut, même si ça s'appelle la fièvre hémorragique d'Ebola, il y a 50% des malades, la moitié des malades qui ne saignent pas. Et la mortalité est très importante, autour de 80%, quelquefois plus. Quand les malades guérissent, ils ne sont plus dangereux, ni pour la communauté, ni pour leur famille. Il y a chez l'homme pendant quelques semaines ou quelques mois une possibilité de transmission sexuelle à leur partenaire, mais à part ça, il n'y a plus aucun risque. Les malades ne sont pas dangereux et il faudra certainement dans les messages qui passent et qui vont passer mettre un point important sur le fait qu'un malade ne peut être dangereux que quand il a des signes cliniques, quand il est malade. Et une fois qu'il récupère, la convalescence peut être quelquefois un peu longue, plusieurs semaines, mais après ça, il n'est plus dangereux. Il ne pose aucun risque pour la communauté. Voilà. Et docteur, on l'a dit tout à l'heure, c'est la première fois que la Guinée est confrontée à l'Ebola. Docteur Coulibaly, connaît-on l'origine de la maladie chez vous? Comment a-t-elle commencé en Guinée, docteur Coulibaly? Bon, d'après les données antérieures, il est établi que c'est une chauve-souris qui est le réservoir naturel de ce virus-là. Et notre tâche première aujourd'hui, c'est de chercher à identifier et à étudier la nature clinique des formes de cette fièvre Ebola-là en Guinée et étudier éventuellement l'écologie du réservoir de ce virus dans les zones à séroprévalence élevée. Oui. Voilà, dans un instant, d'autres repères sur la fièvre Ebola, de même que les commentaires Facebook. Avant de retrouver nos invités, Washington Forum revient après la pause. La Voix de l'Amérique, c'est votre information, votre partenaire interactif. L'excellence journalistique, des professionnels reconnus, des nouvelles du monde entier et bien sûr une fenêtre sur l'expérience américaine à la radio, la télévision, sur Internet et téléphone portable. La VOA, une information vérifiée, les temps forts de l'actualité en temps réel sur le terrain grâce à nos reporters déployés sur les 5 continents et notre rédaction centrale à Washington qui vous propose des programmes en plus de 40 langues différentes. La VOA, c'est aussi l'actualité américaine. Avec nous, découvrez les États-Unis. Le partage de l'information, les médias sociaux, des blogs, des vidéos de nos citoyens journalistes. La Voix de l'Amérique, c'est une information fiable, objective, des opinions libres de toute censure, des échanges d'idées à l'échelle mondiale. Prenez part au débat. La VOA, toujours au cœur de l'actualité. Toujours avec vous. Restez informés. Jacques Aristide de retour avec vous. Nous parlons de l'épidémie mortelle du virus Ebola. Nos invités, la ministre ivoirienne de la Santé, Dr Raymond Goudou Kofi, à Atlanta, Dr Pierre Rollet, spécialiste des maladies infectieuses au sein des centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies, et Dr Mamadi Coulibaly, directeur du Centre international des infections tropicales Nzérékoré en Guinée forestière. Mais d'abord, place aux Facebookers. Abdel Kawel Tony de Cotonou, les Africains à eux seuls ne peuvent pas faire face à ce mal. Une aide internationale serait salutaire. Prudence Kouété de Lubumbashi, déjà en RDC, cette épidémie avait démontré de quoi elle était capable. Le mal de nos dirigeants africains est qu'ils ne savent pas se servir de l'expérience des autres pour agir par anticipation. Archiduc Théodore N'Djamena, il faudrait une forte sensibilisation de bouche à oreille dans chaque État africain pour éradiquer la fièvre Ebola de l'Afrique.
et Padre Hall de Yaoundé. L'Afrique a sans doute les moyens humains et matériels pour faire face à de pareilles maladies, mais le manque d'organisation et la recherche des intérêts personnels qui caractérisent ces dirigeants sont un grand frein à la réussite de pareilles opérations. Voilà ce qu'il faut encore savoir du tueur Ebola. Le point avec Robert Daguillard. On dénombre environ 25 épidémies d'Ebola dans le monde depuis 1976. La RDC est de loin le pays le plus fréquemment touché par le virus, bien qu'il se soit également manifesté, entre autres, en Ouganda et aux Philippines. Le virus d'Ebola tire son nom de celui d'une rivière située dans l'actuelle République démocratique du Congo, sur les bords de laquelle il est apparu pour la première fois en 1976. Selon les médecins, les hôtes naturels du virus d'Ebola seraient des chauves-souris. Le virus s'introduit dans la population humaine par contact avec le sang, les sécrétions ou les liquides biologiques d'humains et d'animaux tels les gorilles, les singes et les antilopes. Hautement contagieux, le virus d'Ebola provoque des flambées épidémiques de fièvre hémorragique ayant des taux de mortalité pouvant aller jusqu'à 90%. Parmi les facteurs de risque, les rites funéraires comme le nettoyage du corps d'une personne morte de la maladie ou l'utilisation dans les hôpitaux et les dispensaires d'aiguilles infectées. Par ailleurs, on a relevé des cas d'Ebola chez des agents de santé qui n'avaient pas pris les précautions d'usage, parmi lesquelles le port de gants ou de masques. Il n'existe à l'heure actuelle aucun traitement ni vaccin, que ce soit pour l'homme ou pour l'animal. En Afrique et ailleurs, les autorités misent donc sur l'éducation publique et la réduction du risque d'infection. L'Organisation mondiale de la santé note les succès de cette approche, par exemple en Ouganda, où des systèmes d'alerte et de prévention communautaire ont aidé à contenir les épidémies. Robert Daguillard, La Voix de l'Amérique, à Washington. Merci Robert. Voilà, d'après MSF, les cas suspects au Libéria ont été détectés après que des gens sont venus à des funérailles en Guinée et sont retournés chez eux dans une zone frontalière. Madame la ministre, quelles sont les difficultés que peuvent rencontrer les pays de la région pour stopper toute propagation ? Bon, écoutez, moi, je pense d'abord, vous savez qu'en Côte d'Ivoire se tient actuellement Yamoussoukro, la grande réunion des chefs d'État de la CEDEAO. Oui. Je pense que cette question sera sûrement à l'ordre du jour afin de pouvoir arrêter de façon commune des stratégies afin de juguler ce virus lorsqu'il arrive dans une région. Ça, je pense que ce sera un des éléments qui vont être pris en compte lors de cette grande rencontre de la CEDEAO et Yamoussoukro. Deuxièmement, je pense qu'il faudrait que nous, ministres de la Santé, nous puissions également, j'espère que ce virus sera complètement circonscrit et que la zone sera bien circonscrite et on pourra se retrouver, échanger et voir quelles sont les mesures que nous prenons. Mais nous ne devons pas le faire tout seul. Étant entendu que le virus s'est déclaré donc en Afrique centrale, moi je suis pour que justement nous puissions avoir une très grande rencontre des ministres de la Santé et avec les ministres de la recherche scientifique et autres et voir ce que nous pouvons faire parce qu'on ne peut pas continuer de subir. Il faut que nous essayions, nous aussi, de voir comment nous pouvons réagir. Nous avons des grands chercheurs, nous avons des grands médecins, et je pense que nos chefs d'État vont monter au créneau afin que nous puissions, nous, ministres de la Santé, nous retrouver. Alors, les dispositions pratiques que l'on prend, je veux dire, dans ces cas précis, c'est bien sûr de faire en sorte que, comme je disais tout à l'heure, que les passages interfrontaliers soient bien surveillés, que, comme disait tout à l'heure le docteur, que nos équipes de santé, les agents de santé soient bien protégés, mais nous avons pensé à un moment donné mettre aux entrées des aéroports et au niveau terrestre des sortes de caméras qui détectent la chaleur, des caméras thermiques. Mais on s'est rendu compte, je crois, par expérience, une certaine année, que ça ne marchait pas très fort puisqu'il y a toute cette période d'incubation où bien sûr la maladie n'est pas réellement déclarée. Donc nous avons préféré sensibiliser d'abord et puis bien sûr essayer de mettre des postes avancés sur tout le long donc, des frontières, comme j'ai dit, mettre des postes avancés
sensibiliser, former nos médecins et agents de santé au virus, aux manifestations du virus et tout. Et je pense que c'est les seuls moyens que nous avons pour le moment. Et pour le moment, ça a l'air de marcher, mais ça a l'air de marcher comment? Étant entendu qu'on ne sait pas encore ce qui va se passer. Mais une chose est certaine, nous faisons vraiment des grandes campagnes de sensibilisation auprès des populations et des agents de santé. En tout cas, la réunion de Yamoussoukro tombe à pic. Docteur Rollin, c'est un virus qui se développe principalement en Afrique, essentiellement en Afrique. Y a-t-il des cas qui ont été signalés en dehors du continent? Il y a eu des cas, mais d'un virus Ebola un peu différent, qui ont été signalés dans les Philippines. Oui. Ce virus est différent, semble infecter l'homme, mais ne pas donner de maladie. Et même aux États-Unis, n'est-ce pas? Il a été importé aux États-Unis avec des singes qui venaient des Philippines. Oui. Mais les singes infectés ne sont pas sortis de la zone de quarantaine et ça s'est arrêté là. D'accord. Oui, alors en fait, parlons de cette psychose qui s'est malheureusement emparée de la région ouest-africaine depuis le retour d'Ebola. Alors, Madame la Ministre, vous parlez d'efforts concertés qui sont faits par les pays voisins pour endiguer l'épidémie. Donc, faut-il faire davantage? Faut-il que les pays voisins viennent avec d'autres mesures? Les pays voisins, vous parlez de ceux qui n'ont pas la même frontière, c'est bien ça? Oui, oui. C'est-à-dire le Sénégal, par exemple, avec nous. Oui, voilà. Bien sûr, tout à fait. Moi, je suis pour la concertation et pour des décisions qui devaient être prises d'abord chez nous, étant entendu qu'il n'y a pas de traitement et que peut-être que par rapport à cela, des chercheurs européens ou asiatiques ou autres ne focalisent pas spécialement là-dessus. Donc nous qui sommes directement concernés, je pense que nous devrions essayer justement de lancer la balle afin que des chercheurs pourraient se pencher sur le cas, renforcés par d'autres chercheurs internationaux qui s'intéresseraient au virus Ebola. Parce que regardez un peu ce que ça soulevait comme intérêt médiatique dès qu'on a su que le virus Ebola se trouvait à Conakry, disons, en Guinée, hors des zones, j'allais dire, je dirais pas naturelles, c'est peut-être pas le bon terme, mais dire hors des zones où on l'a vu déjà, n'est-ce pas, sévir. Donc ça veut dire que nul n'est à l'abri. Et c'est notre rôle à nous, aujourd'hui, Africains, de lancer la balle, de chercher cette collaboration avec d'autres chercheurs afin que nous puissions essayer de trouver quelque chose. Et d'ailleurs, il y a un chercheur avec nous, dans l'émission. Merci Madame la Ministre. Alors, Docteur Coulibaly, vous qui êtes dans l'épicentre même de l'épidémie, je le disais, cette question générale, mais peut-être vous pouvez nous donner une réponse terre à terre. Quelle stratégie adopter pour éviter les futures flambées, Docteur Coulibaly? Oui, c'est les mesures communes, traditionnelles, les précautions que l'on doit respecter chaque fois que l'on se trouve en face d'une maladie contagieuse. Mais avant de revenir à cela, je partage parfaitement le point de vue du ministre ivoirien. C'est-à-dire que les CDC d'Atlanta ont déjà engagé la balle en Guinée en construisant un centre international de recherche sur les fièvres hémorragiques. Les autres États africains qui pourraient se joindre à la Guinée pour donner un tonus à ce centre pour prévoir des cas, des calamités comme ça. Il ne faut pas attendre que le mal jaillisse pour chercher à voir est-ce qu'il y a le vaccin, est-ce qu'il y a un spécialiste. On devrait tout faire à l'avance. Depuis déjà bientôt 10 ans que ce centre est là. Voilà, et très rapidement, docteur Rollin, vous venez d'entendre l'appel du docteur Coulibaly, très rapidement. Donc, qu'est-ce que peuvent faire les CDC? Qu'est-ce que peuvent faire les États-Unis? En 2 mots, docteur Rollin. Alors, nous, juste pour revenir sur une chose, il y a déjà des États africains qui sont venus à la rescousse. Il y a des chercheurs de l'Institut Pasteur de Dakar qui ont amené des techniques de diagnostic pour Ebola à Conakry. Le CDC a proposé à l'Organisation mondiale de la santé d'aider et de faire participer à toutes les recherches qu'on avait effectuées. Merci, docteur Rollin. Malheureusement, le temps fait défaut. Merci à tous nos invités. Merci à vous, chers amis de la VOA. Merci de nous avoir accueillis chez vous encore une fois cette semaine. C'était Jacques Aristide à Washington. Je vous dis à très bientôt. Take care.